Bonjour tout le monde. Désolé pour ce petit retard qui est en fait un peu dû à des défis techniques, des petits soucis de connexion au Cameroun où je me trouve en ce moment. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont accepté de participer à ce live Facebook où on va parler euh, d'EcoBank, on va parler de ces créances douteuses qui plombent les comptes d'EcoBank depuis un certain nombre d'années déjà. Je vais déjà rappeler tout de suite, nous ne sommes pas en train de faire le procès d'une banque. EcoBank, ça reste une très grande banque. Elle est présente dans près de 36 pays en Afrique. Elle a une dynamique en termes de services qui est assez importante. Mais au niveau de l'agence Ecofin, nous avons bien voulu nous pencher sur ces créances douteuses qui plombent les comptes de la banque depuis un certain temps et qui, en décembre, ont atteint l'équivalent de 864 millions de dollars. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment une banque qui revendique des mesures en termes de sécurité, en termes surveillance du crédit, salut Ahmed Dikam, peuvent, accumuler autant de créances douteuses. Alors, dans les investigations, on s'est rendu compte que là, on a parlé de Cobank, mais c'est en fait une dynamique entière qui peut toucher l'ensemble des banques panafricaines qui s'engagent dans des expansions africaines et qui doivent faire face au cours de leur évolution à un ensemble de défis, à des tentatives d'acquisition. Et dans le cas de Cobank, c'était cela, d'après la lettre d'un des anciens membres importants du conseil d'administration de l'époque d'avant 2011. Euh, 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 la banque s'était retrouvée face à un dilemme où une banque à capital russe, notamment Renaissance Capital, euh, euh, s'apprêtait à lancer une OPA hostile. Une OPA hostile, c'est lorsque un investisseur veut racheter une structure et voilà, il fait partie des autres membres de l'actionnariat. Donc du coup, ceux qui ont fondé EcoBank, ceux qui travaillaient avec EcoBank, ils n'étaient visiblement pas d'accord avec cette OPA hostile. Et c'est à partir de là, véritablement, selon cet ancien membre influent de, 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 de l'actionnariat d'EcoBank, que les choses ont commencé à se corser. Des décisions ont été prises afin de protéger la banque, des décisions qui parfois n'ont pas toujours respecté les règles de gouvernance qui sont propres à une banque, des règles de gouvernance que Cobank revendiquait, s'appliquait. Et on apprend ainsi que des prêts ont été consentis dans des processus, dans des processus qui n'ont pas toujours été expliqués. Et donc, voilà, c'est tout ça qui a conduit EcoBank à traîner plus les prêts hérités de l'acquisition de Oceanic Bank qui n'ont toujours pas été expliqués, qui ont continué à déplomber les comptes d'EcoBank. Et euh, euh, aujourd'hui alors les gens me demandent d'augmenter le volume, je vais juste essayer parce que c'est un peu compliqué, mais bon, je vais essayer tout de suite. Donc voilà, là j'espère que vous m'entendez très bien, ça va. Donc, et la grande question aujourd'hui, c'est comment en est-on arrivé à accumuler autant de créances douteuses? Quels sont les intérêts qui étaient les plus protégés? Et aujourd'hui encore, qui en a profité? Est-ce que la solution de mettre en place un véhicule spécial est une solution viable? Est-ce que ça va permettre d'arranger le problème? Donc, c'est toutes ces questions-là que nous allons essayer d'aborder ce soir.
et je suis à l'écoute pour toutes vos questions, pour ceux qui en ont. Mais sinon, j'ai reçu quelques questions déjà dans le cadre de mon Facebook où on a posé. Salut Serge Pacom, où on a posé beaucoup de questions et je suis disposé à vous écouter. Ouais, salut Yao, ça va? Est-ce que tu peux te connecter directement sur la plateforme, comme ça tout le monde va bénéficier de tes questions aussi? Ah, d'accord, d'accord. Alors, c'est quoi? Là, je discute avec Pacom qui m'appelle d'Abidjan. Pacom représente un groupe de petits investisseurs qui sont présents sur la bourse d'Abidjan. Alors, Pacom, essaie de me dire, Yao plutôt, essaie de me dire, c'est quoi ta préoccupation? Allô, tu avais une question à poser? D'accord. Alors, pas comme il veut savoir, il dit qu'au départ, il pensait que la difficulté de la banque était liée au problème opérationnel, à un environnement difficile. Et là, il apprend que c'est une question de créance douteuse. Est-ce que les mesures prises pour résoudre le problème vont apporter des solutions sur le court terme? Est-ce que, bonsoir Barbara, est-ce que et aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que la banque va générer du profit? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que oui, il y a plusieurs problèmes avec le groupe Ecobank, comme avec toutes les autres banques qui opèrent en Afrique subsaharienne. Vous devez très bien savoir que la sous-région a été frappée par une baisse des revenus, notamment des ressources minières, ce qui a plombé un tout petit peu les économies des pays de cette région et donc notamment le Nigeria qui dépend fortement du pétrole et qui concentre pratiquement 57% des opérations, 57-53% des opérations des Cobank. Donc oui, les difficultés au Nigeria ont véritablement plombé la capacité de la banque à générer des rendements intéressants. Et d'ailleurs, peut-être qu'on reviendra dessus, ils ont pris des mesures purement organisationnelles, ils se sont réorganisés, ils ont emprunté la voie du digital, peut-être qu'on va revenir dessus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la banque elle-même a dit que n'eût été les créances, les créances douteuses pour lesquelles elle a volontairement constitué une provision, elle aurait pu avoir un résultat positif. Parce qu'il faut quand même dire que cette année, en 2016, elle a connu son premier résultat déficitaire, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc, du coup, elle a traîné pendant longtemps cette affaire de créances douteuses héritée du Nigeria. Je rappelle toujours selon les chiffres de Cobank que ces chiffres, que ces créances douteuses sont à 75% ou un peu plus, 75-76% libellées en Naira et elles découlent en majorité des créances qui sont intervenues avant 2011. Donc, ce qui veut dire que depuis 2011, la banque a managé en quelque sorte de réduire son exposition aux créances douteuses, même si selon les chiffres qui sont sur son rapport annuel, on se rend compte qu'entre-temps quand même, il y a eu une envolée soit en 2014, soit en 2015. Donc du coup, la grande question effectivement aujourd'hui, c'est qu'elle a sollicité les investisseurs, elle a demandé à ses actionnaires de pouvoir lui accorder jusqu'à 300 millions de dollars, ce qui lui permettrait de rembourser les ressources qu'elle a utilisées pour mettre en place un véhicule spécial de résolution du problème.
Maintenant, est-ce que la solution sera réglée? Je pense que les investisseurs vont vous le dire, dissoudre un problème dans une augmentation du capital déplace juste le problème, mais ne le résout pas intégralement. Donc, on va suivre dans l'évolution de ce véhicule spécial de résolution des problèmes. Maintenant, on va aussi suivre l'évolution de la banque qui a adopté un certain nombre de décisions stratégiques à l'effet de pouvoir améliorer sa rentabilité. Elle a entrepris de fermer des agences au Kenya, au Nigeria. Elle est en train d'opter davantage pour une stratégie de digital. Mais est-ce que ça suffira à combler le trou des créances douteuses? Est-ce que c'est normal que les actionnaires payent pour des décisions dont plusieurs n'étaient pas là lorsqu'il a fallu les prendre? Je crois que c'est aujourd'hui à cette question que la banque devrait répondre pour pouvoir être clean avec la communauté des investisseurs. J'espère que mon ami Yao est satisfait. Il a du mal à joindre la plateforme, mais bon, j'espère qu'il va nous rattraper très rapidement. Alors, toujours dans le coup des questions Facebook, euh, il m'a été demandé de savoir, notamment par Edwige Traoré de Innogence Consulting, elle voulait savoir quelles peuvent être les perspectives pour les petits porteurs d'actions éthiques face au plan d'émission d'obligations convertibles en actions adopté par l'Assemblée générale extraordinaire. C'est une question effectivement très importante. Elle est d'autant plus importante pour les petits porteurs de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA qui est basée à Abidjan, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que chaque fois, bonsoir Armel, c'est que chaque fois qu'il y a enfin, une émission d'obligation convertible en actions, lorsque l'option de conversion est réalisée, cela dilue fortement la valeur du capital pour les investisseurs existants, notamment les petits investisseurs. Mais maintenant, EcoBank doit être aujourd'hui sur deux fronts. Elle a un peu, pas l'obligation, mais elle a un peu la contrainte de pouvoir créer doublement de la valeur, créer de la valeur déjà sur le plan opérationnel en générant plus de marge nette et, 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 et dans un environnement qui est devenu compétitif, extrêmement restreint, extrêmement fermé sur l'ensemble des marchés. Et parallèlement, elle doit aussi résoudre ce problème de prêts qui ont été accordés et qui ne sont pas au final remboursés. Elle a annoncé avoir déjà récupéré au cours, le groupe a annoncé avoir déjà récupéré au cours de la première partie du premier trimestre de 2017 l'équivalent de 2 millions de dollars. Et vous comprendrez très bien que 2 millions de dollars sur un total de, 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 de près de près de 263 millions de dollars à recouvrer, ça dit des créances qui n'ont pas été totalement provisionnées, ça reste un tout petit peu dérisoire. Donc du coup, il a espéré que la stratégie de redimensionnement de la banque en trois pôles pour plus d'efficacité va porter des fruits, mais aussi il est à espérer que la stratégie adoptée de partir plus vers le digital va aussi porter de fruits. Je pense que l'agence Ecofin pourra revenir dessus sur les stratégies des fintech des banques. Nous avons de très bons éléments qui nous permettent aujourd'hui de faire une analyse sur le sujet. Nous partagerons cela avec nos lecteurs du COFIN lorsqu'on aura peaufiné le contenu complet de ce développement-là. Mais nous pensons que les banques, en réalité, entrent trop tard dans un domaine qui a totalement été dominé par, les opérateurs de télécom, évidemment en partenariat avec certaines banques. Nous pensons que ça va être un gros challenge de véritablement convaincre les gens et d'atteindre l'objectif de 100 millions de personnes connectées via l'app mobile d'EcoBank. Mais évidemment, ils auront certainement l'occasion de partager cette stratégie avec d'autres personnes.
Je lis là les questions de Nick Théozon. Je ne sais pas d'où tu écris. Cette double crise, tant managériale que de rentabilité, n'est-elle pas une aubaine pour la réalisation d'une OPA hostile de la part d'un des grands actionnaires? C'est une une très bonne question, Nick Théozon. Euh, 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 il faut dire qu'EcoBank, quand même, c'est une banque qui séduit. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une banque qui est implantée sur le plan immobilier avec une clientèle dans pratiquement 33 pays d'Afrique, 36 pays d'Afrique. C'est quelque chose d'assez exceptionnel en termes d'actifs. Et je rappelle que jusqu'à ce que la valeur de l'actionnariat d'EcoBank, du capital d'EcoBank ne baisse énormément sur les marchés, elle était encore parmi le top 10 des banques les mieux capitalisées de toutes les bourses africaines. Donc oui, aujourd'hui que l'action EcoBank a atteint un niveau extrêmement, en fait pas extrêmement, mais l'action est quand même beaucoup trop faible par rapport à son niveau d'il y a 2 ans. Effectivement, on peut assister à une tentative d'offre publique d'achat hostile de la part de gros actionnaires. Mais tout de suite, ça va être Théozon une grosse bagarre parce que dans le top 5 de l'actionnariat d'EcoBank, on retrouve Netbank, qui est sud-africain, et PIC, la Public Investment Corporation, qui à eux deux, je pense, peuvent détenir pratiquement autour de 40% du capital d'EcoBank. Mais on a aussi Qatar National Bank. Le Qatar adopte toute une autre stratégie. Le Qatar est dans une autre logique d'expansion africaine. Et ce n'est pas sûr qu'ils vont pouvoir s'accorder avec les autres deux gros afin de pouvoir acheter EcoBank. Et puis, il faut aussi noter que Amcon reste présent dans le capital. Bonsoir, petite Marie. Reste présent dans le capital d'EcoBank. Et il y a aussi la SFI qui est un acteur majeur et certains fonds d'investissement. Donc, et ce n'est pas exclu effectivement que des gens soient en train d'observer, de voir comment EcoBank évolue. Et quand l'action aura atteint un niveau suffisamment bas, comme d'habitude, ils vont s'installer comme étant les investisseurs autour et acquérir la banque. Mais je crois aussi qu'il y a une dynamique des actionnaires, il y a aussi une dynamique des actionnaires historiques qui ne va pas laisser cette banque tomber et qui va vouloir faire bloc. C'est d'ailleurs une OPA hostile qui est à l'origine, comme je le disais au départ, de toutes les situations enfin, du gros des situations que nous vivons aujourd'hui. On attend toujours que la banque clarifie la manière dont les créances douteuses ont pu s'accumuler. Est-ce qu'elle va les récupérer? Est-ce qu'il y avait des garanties qui étaient assorties de ces créances-là? Parce que normalement, une banque qui donne des crédits à un individu ou à une entreprise s'assure qu'elle a des garanties suffisantes et qui permettent de pouvoir protéger le crédit le cas échéant. Alors là, voilà, tout le monde demande qui est le volume. C'est vraiment un problème de, de connexion locale. Je vais essayer de parler le plus fortement possible. Je crie presque déjà. Je lis l'intervention de Barbara de Siena, qui dit qu'elle est une consultante italienne qui s'est donné le but d'accompagner les sociétés italiennes en Afrique. Et elle remarque un manque total de présence du système bancaire africain en Italie. Les sociétés ont donc du mal à faire des affaires puisqu'elles n'ont pas cela. Alors, Barbara, je ne peux pas te répondre directement là sur cette question parce que ce n'est pas vraiment l'objectif de cette rencontre, de ce Facebook Live. Mais je crois effectivement que les banques aussi s'implantent en fonction du volume des affaires qu'il y a avec un pays. Je pense que une fois que le volume des affaires sera devenu important avec l'Italie, on va assister, désolé pour la coupure, on a eu un problème de connexion, on va assister à l'implantation des banques
un meilleur traitement des banques avec des entreprises italiennes. Mais je pense que mon but aujourd'hui, c'est pas vraiment d'expliquer pourquoi est-ce que les banques africaines ne traitent pas avec les banques italiennes. Alors, je vais continuer avec les questions des internautes. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quelles sont les pertes occasionnées jusqu'ici par ces créances non remboursées. Ce qu'il faut comprendre avec cette question, c'est que euh, 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 une fois que les créances ne sont pas remboursées, la banque a l'obligation de provisionner et en général, le provisionnement des créances douteuses entraîne effectivement une dégradation de la valeur créée pour les actionnaires. Donc, pour l'instant, la banque dit que au 31 décembre, les provisions pour ces créances étaient de près de 864 millions de dollars et que sur les 864 millions de dollars aujourd'hui, 400 millions de dollars ont été totalement provisionnés, sont considérés comme des pertes. 175 millions, je pense, aussi ont été provisionnés. Et on a remboursé, via le véhicule de résolution du problème, 200 millions de dollars à la filiale nigériane, qui est très impliquée dans ce processus parce que les documents que nous avons disent que c'est la filiale nigériane qui est au cœur de la solution défensive contre contre l'OPA hostile de Renaissance Capital. Elle a reçu 200 millions de dollars et un immeuble qui est évalué à 65 millions de dollars. Et maintenant, il appartient à la structure de résolution de recouvrer l'argent qui a été ainsi perdu. Est-ce que cet argent sera retrouvé? Je pense que ce sont là toutes les questions que nous posons nous-mêmes aussi aux responsables des Cobanques et nous espérons que dans les jours à venir, ils vont pouvoir répondre à leurs investisseurs. Alors, Yao revient et demande comment un tel volume de créances douteuses, les responsables de la banque n'ont pas pu voir un tel problème avant. Bon, je dois rappeler quand même que aujourd'hui, il faut rappeler que toutes ces choses dont nous discutons aujourd'hui ont fait l'objet de plusieurs procès, des procès au Nigeria qui aujourd'hui sont clos, des procès, notamment un procès très costaud contre M. Thierry Tanan, qui était l'ancien directeur général du groupe, Ecobank et qui a eu des ennuis avec ses partenaires, ses patrons. Il en est sorti à titre personnel avec une victoire. Je pense qu'il a reçu des indemnités. Des indemnités. Mais maintenant, je crois que lorsqu'il y a eu le problème Renaissance Capital, ça c'est ce que moi je dis sur la base de ce que j'ai lu en termes de documents, tout le monde était d'accord qu'il fallait faire un blocus russe, mais la question c'est est-ce qu'on avait informé l'Assemblée générale? Et je pense que le rapport de Ernst Young semble indiquer que l'Assemblée générale n'avait pas été informée et c'est quand même ça le gros du problème. Alors, Trip Afrique, ça me demande que peut faire la BCAO et les autres banques centrales face à ces loans, back loans. La Fed et la BCE avaient sauvé leurs banques systémiques du même genre. Alors, il faut dire qu'on ne doit pas tout mélanger. EcoBank n'est pas dans une situation où elle ne crée plus de la valeur. Le premier trimestre a été plutôt bon sur une base comparée avec celui de 2016, dont la banque continue de générer de la valeur, même si les revenus d'intérêt n'ont pas été en hausse en 2016. Les revenus d'intérêt, je n'ai pas le détail là tout de suite, mais les revenus d'intérêt ont été un tout petit peu en baisse en 2016 parce que l'environnement ne permet pas justement pour les banques d'évoluer de manière efficace. Et puis je crois aussi que la banque continue d'avoir un certain nombre de commissions sur ses activités d'exploitation, mais il fallait qu'elle résolve l'épineux problème des créances douteuses. Et aujourd'hui,
C'est pas comme si elle est victime d'un système conjoncturel. Elle est victime des choix qui ont été opérés par de précédents dirigeants. Et je pense que les dirigeants actuels, avec les administrateurs actuels, essayent autant que se peut de trouver des solutions. Mais nous, ce qui nous interroge, c'est pourquoi les actionnaires doivent, doivent supporter les décisions négatives qui ont été prises par le management précédent. Pourquoi les actionnaires, est-ce que les petits actionnaires sont protégés? Les gens m'ont posé cette question, vous avez raison. Est-ce qu'on va protéger le petit actionnaire de la BRVM, le petit actionnaire de la bourse d'Accra, Ghana Stock Exchange, qui parfois détient 1000 titres, 2000 titres, 500 titres, et qui a fait un placement, qui espère avoir des rendements? Est-ce que la dilution que va apporter euh, euh, la conversion, l'option de conversion des obligations en actions ne va pas leur nuire? Déjà, beaucoup de petits actionnaires se sont retrouvés dans des difficultés lorsque Netbank et Qatar National Bank ont activé leurs options de conversion. Ceux qui gèrent les portefeuilles, parce que nous on s'était rendu compte de cela, les investisseurs beaucoup plus professionnels, comme les Duet Asset, je pense, et un autre ensemble d'autres investisseurs institutionnels, ont choisi de céder leur part dans EcoBank, qui sont partis parce que pour eux, évidemment, ça ne répondait peut-être plus aux objectifs de rendement qui s'étaient fixés en investissant dans le capital d'EcoBank. Aujourd'hui, la banque a annoncé que les actionnaires ont validé le principe de, le principe de pouvoir faire cette émission d'obligations. Mais ce que la banque n'a pas dit, par contre, c'est quelle est la proportion des actionnaires qui ont validé ce principe. Est-ce que tout le monde était d'accord? Est-ce que on a eu 100% des voix de l'AGE? Est-ce que c'est seulement les gros actionnaires qui ont marqué l'accord? Parce que de toutes les façons, ça leur permet de faire une OPA douce. Je rappelle que la Public Investment Corporation et Netbank, c'est-à-dire les Sud-Africains, le lobby sud-africain, qui lui-même représente les intérêts de la Grande-Bretagne, il faut le dire comme ça, parce que Netbank, c'est une filiale, même si elle est en session, de Old Mutual, qui est l'un des plus gros assureurs en Grande-Bretagne et aussi en Afrique. Donc, est-ce que quelque part derrière, cette décision ne leur profitera pas à eux? Je crois que c'est vraiment des questions, effectivement, sur lesquelles ce serait bien que la banque puisse se prononcer. Est-ce que la BCAO peut se mêler? Le problème ne touche pas vraiment les opérations bancaires des filiales EcoBank qui sont dans la zone UEMOA, qui est couverte par la BCAO, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le problème touche véritablement le Nigeria, qui est quand même un marché très important pour EcoBank, pratiquement 50, jusqu'à récemment encore, 50% de ces opérations en Afrique, entre 47 et 50% d'opérations en Afrique. Donc, du coup, aujourd'hui qu'ils ont trouvé le moyen de stabiliser la filiale nigériane en lui donnant 200 millions de dollars, plus un immeuble de 63 millions de dollars, je crois qu'EcoBank, en quelque sorte, a répondu aux exigences, aux inquiétudes du régulateur du système bancaire au Nigeria. Mais maintenant, est-ce que c'est normal que les actionnaires payent pour ça? Est-ce que Netbank, est-ce que PIC, est-ce que Qatar National Bank, est-ce qu'ils sont à l'aise avec ce montage-là? Je crois que s'ils sont à l'aise avec, pour nous, ça devient un problème interne. Mais maintenant, il faudra qu'ils résolvent effectivement le problème des petits investisseurs et qu'ils essayent d'apporter des solutions à ça. Alors, Théoson veut savoir mon avis. Bon, je n'ai pas d'avis à donner, nous avons des données. Mon avis sur le fait, sur comment le genre de groupe, les organes de contrôle. Alors, il faut dire que, vous l'avez très bien fait de le relever, que EcoBank, effectivement, a des organes de contrôle, mais ça reste des hommes. C'est des hommes qui sont à la tête de ces organes de contrôle. Ce n'est pas des machines qui sont programmées pour répondre X, Y ou Z. C'est des individus qui, à un moment donné, décident qu'on va contrôler, on va respecter les organes de contrôle. Et à un moment, ils peuvent dire aussi, bah écoutez, pour les intérêts supérieurs, nous sommes un peu obligés de distorsionner un peu les organes de contrôle. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si
Et vous allez voir, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas que l'Afrique qui connaît ce genre de problème. Vous avez suivi tous les défis qu'a eu le système bancaire américain, qui avait développé un ensemble de produits financiers totalement toxiques et qui finalement n'a pas que plongé une banque ou deux banques dans des problèmes, mais tout le système financier international et qui d'ailleurs, hein, je pense que EcoBank, comme beaucoup de banques au Nigeria, sont un peu victimes aussi de leurs collègues américains qui avaient eu recours à des pratiques plutôt atypiques. Bon, on en dira comme ça. Donc, est-ce que les organes de contrôle fonctionnent? EcoBank affirme dans son rapport annuel que ces organes de contrôle fonctionnent à des objectifs d'efficacité, à des objectifs de protection des intérêts du groupe. Mais maintenant, est-ce qu'elle a la capacité? Est-ce que forcément ils peuvent nous dire si un membre de son, donc de sa direction ou un membre des filiales prend une décision? Est-ce qu'elle a la capacité de nous dire que c'est une décision qui n'a pas été bonne? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais nous, aujourd'hui, effectivement, on peut se demander s'ils sont prêts à prendre des mesures contre déjà des anciens dirigeants, leur poser la question, pourquoi vous avez demandé à la filiale nigériane aujourd'hui? Parce que c'est de ça qu'il est question. Comment peut-on comprendre aujourd'hui qu'on donne 200 millions de dollars à la filiale nigériane? Pourquoi? Je veux dire, pourquoi on n'a pas donné ça à la filiale au Burkina, à la filiale, aux filiales en Afrique centrale, qui sont des filiales qui se portent très bien et qui ont aussi des petits problèmes de créances douteuses. Pourquoi on a donné 200 millions à la filiale nigériane? Pour nous, c'est clair, peut-être qu'on se trompe, là ils vont nous dire, mais c'est clair que ces 200 millions sont en fait un retour d'ascenseur. Vous nous avez aidés à une époque, nous ne voulons pas que vous tombiez complètement. De toute façon, vous êtes le marché le plus costaud, le plus important, et donc on va appuyer la filiale nigériane. Mais on a tué en fait le problème dans l'œuf, on a soldé la filiale nigériane, mais est-ce qu'on protège les intérêts des actionnaires, notamment les petits investisseurs? Ça reste cela notre préoccupation et nous espérons un jour que la banque pourra répondre à ces questions-là vis-à-vis de ses investisseurs. Alors, quelqu'un m'a aussi demandé sur Internet, est-ce que le groupe EcoBank se portera-t-il mieux après ce processus de recouvrement des créances? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que sur les 864 millions de dollars, EcoBank a classé dans la catégorie des pertes pratiquement 400 millions de dollars. Et elle n'apporte pas, elle ne dit pas si ces prêts-là avaient été assortis de garanties. Parce que normalement, quand une banque donne de l'argent à un individu ou une société, elle exige des garanties. Les régulations l'exigent. En Afrique centrale, par exemple, lorsque vous voulez prêter de l'argent à quelqu'un, maintenant c'est un peu été assoupli, vous devez provisionner l'argent que vous donnez en prêt bancaire à hauteur de 100%. Lorsque vous donnez l'argent à une individu ou une entreprise. Alors, je ne sais pas quelles sont les proportions au Nigeria, mais il doit certainement y avoir un système de provisionnement qui permet de sécuriser les prêts qu'on donne, parce que n'oubliez pas que la banque n'a pas d'argent par elle-même, elle a deux manières de trouver des ressources qu'elle finance, qu'elle accorde en prêt. Pardon, elle peut très bien, elle peut prendre de l'argent en prêt auprès des autres banques et faire ses opérations de prêt, mais elle peut aussi utiliser les dépôts de la clientèle, et ça c'est très important, afin de pouvoir octroyer des prêts, obtenir des intérêts et reverser le peu d'intérêts qu'elle doit à la clientèle. Et c'est comme ça qu'elle dégage de la marge nette. Mais bon, quelles ressources EcoBank a utilisées pour pouvoir permettre à la filiale nigériane des frais de prêt? Personne ne le sait aujourd'hui. Est-ce que c'était des ressources propres? Est-ce que c'était par exemple des prêts qu'elle a reçus d'autres institutions? Parce que EcoBank emprunte beaucoup aussi auprès des institutions. Elle emprunte auprès de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Elle emprunte auprès de la SFI. Elle emprunte auprès d'autres banques. Ce n'est pas le sujet du jour, mais nous avons la liste. Elle est assez transparente là-dessus. Elle publie la liste des personnes à qui elle emprunte des ressources afin de pouvoir mener ses activités de prêt. Alors, est-ce que c'était cet argent que EcoBank avait utilisé? Ça, on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'elle va donc un jour récupérer l'argent qui avait été
prêté au Nigeria, si cet argent avait été utilisé pour acheter les actions, comme on le dit, oui, effectivement, c'est un problème parce que les actions qui ont été achetées, vous le savez, les actions de Coban ont perdu en valeur et de toutes les façons, Coban ne peut pas se retourner contre ces entreprises afin de pouvoir récupérer des sous. Mais si ces prêts avaient été accordés pour de l'investissement, ben, ils doivent aujourd'hui aller. Vous voyez par exemple au Nigeria, Eti Salat n'a pas pu rembourser des prêts à des banques. Les banques ont converti cela en actionnariat et sont en train de devenir actionnaires d'Eti Salat, qui est le troisième opérateur de télécom au Nigeria. Donc, quelle est la garantie qu'Ecobank avait? Ça, on ne le sait pas. Alors, Théozon demande, la situation au Nigeria ne va-t-elle pas pousser les filiales de la zone UOMOA à des introductions singulières sur la BRVM? euh, je ne pense pas que les deux soient liés. Hein. Oui, il faut quand même le dire que les filiales UEMOA et les filiales Afrique centrale, Grande Afrique centrale, ils appellent ça CESA, sont des filiales qui se portent bien, qui ont réalisé des performances plutôt en hausse, qui ont un volume maîtrisé des créances douteuses. Mais il faut rappeler que dans l'UEMOA et dans la zone CEMAC particulièrement, la régulation bancaire est extrêmement stricte. C'est des zones économiques qui ont traversé des moments très difficiles à une certaine époque de leur évolution économique. Donc oui, la régulation est très stricte dans ces zones-là. Donc il n'y a pas de risque que les manipulations qui sont passées au Nigeria puissent se passer dans ces zones-là particulièrement. Et il faut aussi dire que le Nigeria est un pays qui a une régulation bancaire plutôt prospective, c'est-à-dire qu'on a plus une approche solution qu'une approche défi, qu'une approche problème. Donc je ne pense pas qu'EcoBank était le seul à avoir recours à ce genre de pratique, qui a conduit finalement à des problèmes. Mais je crois effectivement qu'ils ont juste été malchanceux parce que la crise de 2008 s'est invitée et l'action EcoBank a perdu de la valeur. Alors, Yao demande quelles sont les perspectives de la banque. Je vais arriver là-dessus. Ibrahima Terra demande, le véhicule créé est-il une filiale non bancaire de Eti? Oui, c'est une très bonne question, Ibrahima. Le véhicule créé appartient à 100% à Eti. Alors, je vais un peu éclaircir les gens. Il faut savoir que Eti est la holding qui contrôle le groupe EcoBank et qui compte aussi en son sein EDC, c'est-à-dire EcoBank Development Corporation, la branche investissement, et qui compte aussi en son sein EB Action, qui est la branche microfinance. Donc, Eti est un peu la grosse holding qui contrôle tout ça et dont les filiales nigérianes sont attachées au groupe panafricain, le groupe bancaire, le pool bancaire. Est-ce que le véhicule appartient à Eti? Oui, à 100%. Ça, je peux le dire en le confirmant. Ils ont dit que ça leur appartient à 100%. D'ailleurs, ça pose aujourd'hui problème parce que Eti a dit avoir prêté de l'argent à ce véhicule-là, pratiquement 200 millions de dollars, plus un immeuble qu'il lui a donné. On ne connaît pas les conditions de ce prêt. Est-ce que la structure va rembourser de l'argent? Est-ce qu'Eti prête de l'argent entre les filiales? Est-ce que c'est normal? Je crois que ça, je vais vérifier dans les différentes régulations bancaires parce que vous savez aussi que le problème avec EcoBank, c'est que c'est une banque qui évolue dans plusieurs environnements de régulation. EcoBank évolue en Afrique UEMOA, où il y a la régulation est particulière, en Afrique zone CEMAC, où c'est particulier, au Kenya, EcoBank évolue au Nigeria, où la régulation c'est tout autre chose. Donc, du coup, c'est parfois, c'est un défi quand même pour... et lui-même, il est basé à Lomé au Togo. Donc, il y a quand même des défis en termes de régulation. Mais le véhicule de résolution appartient vraiment à Eti. Et justement, c'est quelque chose qu'on risque de suivre pour voir jusqu'où il va pouvoir, parce que Eti dit que le véhicule va travailler de manière autonome et tout le reste. Mais je doute fort qu'une entité qui est contrôlée à 100% par la holding puisse véritablement être autonome. Alors, Ibrahima Abraham demande si dans ce cas, sur une base consolidée, le problème... Oui, le problème... Mais oui, Ibrahima, tu as raison en fait.
le problème demeure. Mais c'est très intéressant parce que c'est intéressant à voir comment est-ce que Ecobank va présenter ses comptes, notamment du premier semestre, parce qu'effectivement, sur une base de consolidation, puisque le véhicule d'investissement n'aura, s'il ne réussit pas à résoudre le problème va rester. Mais vous semblez oublier, Ibrahima, que la banque a fait appel au fonds des actionnaires. Et pour une entreprise qui est cotée en bourse, l'argent des actionnaires est généralement la mobilisation de ressources la plus, euh, la plus saine. Parce que ce n'est pas un argent qu'on... Évidemment, il y a des taux d'intérêt qu'elle va payer. Elle va peut-être payer les taux d'intérêt sur 300 millions de dollars, j'ai n'importe quoi, 6%, on est autour de 18 millions de dollars. Mais 18 millions de dollars, c'est rien par rapport à s'il fallait rembourser Mordicus d'équivalent de 340 millions de dollars. Donc là, quand les actionnaires vont lui avancer de l'argent, encore qu'il faut que les actionnaires avancent vraiment de l'argent, il faut qu'on soit sûr que les souscriptions ont été faites et que l'argent a été viré dans les comptes des Cobank. Quand on va lui donner cet argent-là, que ce ne sera pas juste un passage d'écriture, évidemment, ça va résoudre une partie du problème. Parce que les actionnaires qui ont donné de l'argent et qui acceptent de prendre des actions, même si l'action est valorisée à 0,6 dollars, 0,06 dollars, c'est-à-dire 2 fois le coût de l'action actuellement en bourse, même si l'action est valorisée à ce niveau-là, pour les actionnaires, l'argent sera parti et Cobank n'aura pas d'obligation forcément de leur rembourser ça parce que ce sera l'argent des actionnaires qui auront pris un risque en investissant sur un titre bancaire. Et donc, EcoBank sera donc peut-être tenue maintenant de créer de la valeur. C'est ce qu'elle essaye de faire. Elle a annoncé sa digitalisation, elle est en train de nouer des partenariats avec des fintechs, elle a lancé un concours de fintech, elle veut se lancer dedans en fond avec un minimum de ressources, elle est en train de fermer des agences, en train de réaffecter le personnel ou alors de virer le personnel non essentiel. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir convaincre, gérer les problèmes des économies là où elles évoluent? Est-ce que, par exemple, au Cameroun, ce n'était pas facile? Dans son rapport annuel, c'est dit, il y a un ensemble de pays où la banque n'a vraiment pas pu faire vraiment des placements d'investissement parce que c'est serré. Les pays arrêtent de vraiment dépenser. Donc, ce sera effectivement intéressant et Ecofin va le faire. On va suivre l'évolution de ce groupe bancaire qui, je rappelle, est quand même l'un des plus gros groupes bancaires francophones, enfin francophones, entre guillemets, né dans une zone francophone au sud du Sahara, qui a fait une grosse percée, mais qui aujourd'hui quand même doit être au maximum beaucoup plus transparent et apporter des informations cohérentes aux investisseurs. Alors, je continue avec des questions des internautes. Il y en avait plein avant le début de, 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 de ce forum. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du devenir du groupe? J'ai pas envie de... Non, 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 je pense pas. Il n'y a pas à s'inquiéter. Le groupe a une base d'actionnaires qui est assez solide. Netbank ne considère pas que EcoBank est vraiment un problème dans ses actifs. Je pense que EcoBank pèse l'équivalent. Netbank, c'est une très grosse banque, ça il faut le dire. Netbank, qui est le premier actionnaire d'EcoBank, considère que EcoBank pèse maximum dans ses comptes à hauteur de, je crois, 4 ou 5%. 4 ou 5%. Et, Qatar National Bank, c'est un mastodonte. Qatar National Bank peut toujours continuer de soutenir EcoBank parce qu'il faut aussi savoir que certains investissements n'ont pas forcément toujours pour but de générer une grosse rentabilité. Si EcoBank peut distribuer des petits dividendes, parce qu'elle a promis qu'elle va distribuer des dividendes très bientôt, c'est une très bonne chose. Mais derrière ce positionnement, l'occasion est donnée à ces banques-là d'avoir un regard sur l'Afrique. Et Netbank particulièrement veut utiliser EcoBank, par exemple, pour vendre ses produits de banque, je disparais un peu, je vais revenir, de banque assurance, ses produits de banque assurance. Et donc, EcoBank peut toujours compter sur la présence de ses actionnaires historiques et ce ne sera pas un problème. Alors, Ibrahima,
demande quel est le poids des créances douteuses par rapport à l'ensemble des créances. Alors, Ibrahima, ça, c'est une question que tu peux me reposer par mail. J'ai les chiffres, mais je n'ai pas envie de dire une chose qui n'est pas vraie, parce que, qui n'est pas totalement cohérente. Donc, j'ai le chiffre exact. Je vais t'envoyer les données. Si tu réussis à m'envoyer ton email, tu peux m'envoyer ton email soit directement sur cette plateforme, soit via l'adresse rédac de l'agence Ecofin. Je vais t'envoyer les données exactes du poids des créances douteuses par rapport à l'encours global des créances. C'est une donnée que j'ai effectivement et que je peux mesurer. Mais toujours est-il qu'il faut noter que parce que ces créances douteuses ont été provisionnées et ont bondi anormalement en 2000, en 2000, en 2016, parce que la banque dit quand même que ça a bondi pratiquement de 400 millions de dollars par là en 2016. Donc moi j'ai la conviction, parce qu'elle n'a pas totalement expliqué, moi j'ai la conviction que c'est parce que aujourd'hui il est clair que l'investissement pour acheter des titres via des brokers sur la bourse de Lagos et toutes les autres opérations qui ont été menées pour pouvoir combattre l'OPA hostile de Renaissance Capital, ces actions-là ont totalement fait à ce que la banque perde de l'argent et voilà, cet argent ne sera pas recouvré. Donc, du coup, elle a vite fait de pouvoir provisionner cela et comme ça passer à autre chose en fait. C'est-à-dire désormais vous allez voir les comptes des Cobank ne compteront plus trop de créances douteuses parce que elle aura réussi à diminuer l'assiette via effectivement un passe-passe juridique et d'écriture. Donc, les autres questions qu'on m'a posées, c'est est-ce que la filiale nigériane est la seule qui connaît les problèmes de créances douteuses? La réponse est non. Mais ce qu'on a pu noter quand on lit le rapport d'Ecobank, c'est que les créances douteuses libellées en Naira occupent 75% de l'ensemble du volume. Donc forcément, la filiale nigériane est la plus importante. Et autre chose que la banque dit, c'est que, pardon, c'est que 57% de ces créances-là datent d'avant 2000, 2000, 2000, 2011. Je crois qu'ils n'ont pas voulu dire 2008 parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu toutes les accumulations et qu'il y a eu tous les problèmes. Et la banque aussi est en train d'annoncer un ensemble de cessions d'actifs non essentiels parce qu'il faut aussi noter qu'elle a certainement hérité aussi des créances douteuses qui sont liées à l'acquisition d'Oceanic Bank dans la mesure où l'ensemble des banques opérant au Nigeria avaient de gros problèmes avec la crise de 2008. Le Nigeria dépendant essentiellement du pétrole, la baisse des produits pétroliers entraîne toujours des défis pour le système financier au sein de l'économie nigériane. Donc je crois qu'il y a aussi un peu de tout ça. Mais il est important aujourd'hui que la banque explique notamment des défaillances qui ont été constatées par le rapport de Ernst Young, qu'elle essaie d'expliquer où sont passées des ressources qui avaient été mobilisées dans le cadre de l'augmentation de capital qui avait été faite en 2008. Les actions qui ont été attribuées à qui? L'argent qui a servi à financer cela de ces personnes-là, ils avaient trouvé cet argent où? Je pense que c'est des choses sur lesquelles Ecobank, le groupe, la holding, doit pouvoir aujourd'hui apporter des précisions juste par souci de transparence financière. Donc, on arrive petit à petit vers la fin de, de, de notre entretien et beaucoup de gens m'ont demandé est-ce que Ecobank va continuer de créer de la valeur. Je crois que comme toute entreprise, euh, euh, comme toute entreprise, elle a ses employés travaillent pour qu'elle survive. Les employés d'Ecobank ne travaillent pas pour que la banque tombe en faillite. Mais maintenant, Ecobank doit faire face à des défis conjoncturels. Elle doit faire face aussi, à un moment, elle a fait face à des défis structurels. Et ces défis structurels, pour ceux qui ont suivi l'affaire, ont conduit à l'enlèvement, enfin, au limogeage de M. Tanon,
qui apparemment n'était pas d'accord avec tout le monde là-bas. Ces défis structurels ont conduit à la restructuration même de la banque, qui désormais est organisée différemment et dans ses interventions, et aussi au renforcement des mesures de contrôle. Donc, est-ce que tout ça est suffisant pour pouvoir résoudre le problème? Est-ce que le problème de fond, tel que par exemple la transposition des créances douteuses vers un véhicule autonome, mais qui en réalité est consolidé à la holding, est-ce que c'est une solution? Est-ce que le véhicule spécial de résolution de problèmes va apporter toutes les réponses? Donc, c'est des questions quand même essentielles qu'il faut qu'on se pose. Mais on peut déjà noter que, évidemment, la marge nette des cobanques a légèrement diminué, légèrement par rapport à entre 2016 et 2015. Au premier trimestre, ils ont annoncé une hausse, mais ça, c'est à voir. La banque est en train d'adopter une stratégie digitale. Elle est en train de lancer une application mobile pour ceux qui suivent la banque. Et on espère aussi que ça va lui générer plus de rentabilité. Mais comme j'ai aussi dit, ça prend du temps. Il faut convaincre les gens. Il faut s'assurer que tout le monde a le terminal adéquat pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir utiliser ces applications mobiles. Et ce n'est pas toujours évident. Et dans des pays, notamment comme le Kenya et même l'Afrique centrale, le mobile money livre une concurrence farouche parce qu'on est loin de la manichénéité bancaire qui impose des règles, qui impose d'avoir ceci, d'avoir cela, alors qu'avec le mobile money, c'est un temps de mouvement, vous avez votre compte et vous pouvez faire des opérations. Alors, Abraham Terra, qui décidément est très intéressé par tout ce qui se passe, il demande quel pourrait être l'impact de la situation de la filiale nigériane qui représente 40%, oui c'est ça, 40% des activités d'ETI, conjuguées à la dépréciation du Naira, notamment sur l'économie réelle de la région. Bon, quelle région, je ne sais pas. Est-ce que c'est la région Afrique de l'Ouest, UEMOA? Non, je pense aussi que le fait que la banque évolue dans des environnements totalement différents, qui sont organisés par des règles, des régulations différentes, met un peu ce qu'on appelle un cloisonnement. Il y a une espèce de protection quand même. Et puis n'oubliez pas par exemple que, allez, dans l'UEMOA, c'est ça. Okay. Donc, voilà, il y a une mesure de protection déjà par pays, des, des, déjà par pays, parce que la banque qui opère au Bénin ne peut pas prendre sur lui de dire que non, je bénéficie des ratios prudentiels de la banque qui évolue au Burkina. Donc, il y a des réglementations très strictes. Si la filiale nigériane devient un problème fondamental, ça sera un problème pour ETI, mais ça ne sera pas un problème pour les banques par pays qui, quand même, réalisent des performances qui davantage concernent leur environnement respectif. Et justement, la bonne santé des filiales dans la zone UEMOA, je pense que Ecofin reviendra dessus quand même parce que c'est une préoccupation qui intéresse beaucoup de gens. Je pense que la bonne santé des filiales dans d'autres sous-régions permet aujourd'hui à Ecobank d'avoir un levier pour parfois apporter un appui. Par exemple, elle a sorti 200 millions. Il a sorti 200 millions pour soutenir le véhicule spécial de résolution des problèmes. Ce n'est pas très clair là où il a pris les ressources pour cela. Est-ce que c'est les ressources parmi les fonds qu'elle a empruntés auprès d'autres institutions? Est-ce que c'est les ressources sur ses réserves propres? Ça, c'est quand même des choses qu'il faut que la banque précise. Est-ce que ça va entraîner des problèmes au niveau de la CEDEAO? Non, Ibrahima. La CEDEAO, je pense, est reliée par plusieurs régulations bancaires. Je crois qu'on retrouve la régulation UEMOA, la régulation Nigeria, la régulation Ghana, qui sont des régulations bancaires totalement autonomes, différentes, et qui, en même temps, sont des défis parce que c'est très difficile pour une banque d'évoluer dans ce genre de circonstances, mais qui constituent quand même des fences, des haies de protection pour chacune des filiales, chacune des filiales du groupe. D'ailleurs, le problème se pose au niveau des TI, au TI holding, parce que c'est la holding qui rémunère les investisseurs.
Mais les banques en elles-mêmes, quand vous regardez par exemple les comptes d'Ecobank au Cameroun, je crois qu'ils ont réalisé un bénéfice de 1,4 milliard en 2016, c'est plutôt très bon pour eux. Et quand vous regardez les comptes des autres banques, ils ont des banques spécifiques, et ils ont aussi réalisé des bénéfices. Et puis il faut aussi noter que Ecobank n'est pas présent de la même manière dans tous les pays. Je pense que dans des pays comme le Ghana, comme le Bénin, si je me souviens très bien, Ecobank n'est pas l'actionnaire majoritaire, il détient des parts minoritaires et donc l'impact de l'activité de ces banques-là sur, ces actifs, sur les performances globales ne sont pas très costauds. Donc il faut se mettre en tête qu'on ne parle pas ici d'EcoBank, la banque que vous avez dans vos pays, mais on parle de la holding qui est en charge de gérer toutes ces choses-là. Et n'oubliez pas qu'on parle de créances douteuses d'ETI, mais elle a aussi une division banque d'investissement qui aujourd'hui est fermée, effectivement, EDC à l'époque, qui aujourd'hui a été concentrée dans la nouvelle organisation. Elle a cette division-là qui ne réalisait pas de très bonnes performances parce que les opportunités d'investissement en Afrique subsaharienne se sont rétrécies entre-temps. Alors, je note là que nous sommes pratiquement à 56 minutes. Je tiens compte de ce que nous avons commencé avec 10 minutes de retard. Et je profite pour dire quelles sont aujourd'hui les priorités. De mon humble point de vue en tant que journaliste financier, je pense que la banque doit apporter plus de clarification sur cette situation de créances héritées. Quel type de créances, quel type de prêt avait été accordé, à qui, pour quelle garantie, est-ce que ce sera récupéré un jour? Je suis convaincu que des gens sont au courant de ce qui se passe, mais ont choisi de ne pas partager avec le grand public, peut-être parce que c'est sensible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est une fois qu'on a résolu le problème du Nigeria, en donnant 200 millions de dollars, plus un immeuble de 65 millions de dollars à la filiale au Nigeria, qui va rembourser l'argent qu'on aura donné au véhicule de résolution? Est-ce que les investisseurs qui vont s'engager à donner de l'argent pour l'augmentation, pour l'émission d'obligations, voilà. Petit problème de connexion, je suis désolé. Il pleut terriblement là où je suis et parfois la connexion a tendance à partir. Je suis vraiment désolé. Donc, du coup, je disais, est-ce que finalement les actionnaires qui vont donner de l'argent sont sûrs de rentrer dans leur droit? Il est vrai que la banque a mis une valeur de l'action de conversion qui est premium, c'est à 0,06 dollars et ça représente pratiquement le double de la valeur actuelle de l'action EcoBank, notamment sur la bourse d'Abidjan, BRVM. Mais est-ce que finalement, même si on a mis ce premium-là, ce sera un élément suffisamment incitatif? Et la troisième question, effectivement, c'est au-delà de ce défi hérité de son passé, de son histoire, est-ce que EcoBank a la capacité de générer aujourd'hui suffisamment de valeur pour rémunérer toutes ces actions qu'elle est en train de créer via les obligations convertibles et tout le reste. Donc, ça, c'est les questions sur lesquelles il va falloir que le groupe travaille. Nous avons eu l'opportunité de discuter avec eux. Je pense qu'ils ne rejettent pas ce qui a été dit dans notre article. Je pense qu'aujourd'hui, au sein du groupe, on reconnaît que c'est un problème. Je ne pense pas qu'il existe de solution parfaite, mais maintenant, il faut très bien qu'elle soit transparente sur les arbitrages qu'elle a fait, ce qui est en train de perdre, pourquoi cette personne perd et qu'est-ce que cette personne va gagner. Et évidemment, ce sont des émissions d'obligations. Je ne pense pas que les investisseurs sont obligés ou contraints d'y souscrire. Les gens vont y souscrire s'ils veulent. Évidemment, c'est intéressant d'y souscrire, sinon on va vivre la dilution doublement. Parce que si on souscrit, on a l'occasion après de vivre la conversion. Mais si on ne souscrit pas, on va subir la conversion et ce sera compliqué. Donc voilà, la banque promet de continuer de générer de la valeur,
via la digitalisation, via tout le reste du tralala. Et c'est des choses qu'on va suivre, mais nous pensons que Ecofin va continuer d'analyser non pas seulement EcoBank, mais les autres grands groupes bancaires qui évoluent en Afrique UEMOA, dans la zone CEDEAO, en Afrique centrale et aussi en Afrique australe. Et on va essayer d'apporter le maximum d'informations à ceux qui sont investisseurs, ceux qui sont clients de ces groupes bancaires et qui ont besoin d'avoir plus d'informations. Ça ne concerne pas qu'EcoBank, on va continuer d'apporter des informations sur les autres entreprises où les personnes en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest sont investisseurs, notamment les assureurs, les petits investisseurs. On va continuer de vous informer. Mais vous aussi, n'hésitez pas, posez-nous toutes les questions, celles sur lesquelles on peut apporter des réponses avec des données, on va le faire parce que c'est notre devoir aussi d'informer nos lecteurs. C'est grâce à vous un peu que Ecofin continue d'être solide parce que vous nous demandez de faire toujours plus et on essaie de travailler dans le sens d'améliorer le produit on vous apporte. Donc, je tiens à vous dire merci beaucoup. Je remercie ceux qui ont participé à la gestion de tout ça. Je ne suis pas très fort en matière de Facebook vidéo. C'est ma première expérience. Il y a eu des petits couacs. Mais je crois qu'on va renouveler cela. On va renouveler cela avec des entreprises côté sud DRVN, avec des entreprises plus systémiques. On pourra même parler des questions d'économie globale, notamment les questions de monnaie, les questions de supervision bancaire, évidemment, les questions de grosses entreprises qui sont basées dans vos pays respectifs. Suggérer les sujets, nous sommes disposés et ce sera toujours une expérience intéressante. Je tiens à vous dire merci une fois de plus et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, chacun dans vos pays respectifs. Au revoir.